fois il fonctionne, des fois il fonctionne pas. Peu importe si on lui donne des given files ou pas. Nous, ce qu'on aimerait, ok, nous, ce qu'on aimerait, c'est que on ait un oiseau qui fasse du code correct. Et donc, même si on lui donne des givens qui sont incomplets ou incorrects, bah, qu'il fasse la chose qu'on lui demande et que ça valide son exercice. Notre première étape, du coup, c'est bah, quel oiseau on prend. Donc, on va avoir des critères sur quel est notre bon oiseau. Un bon oiseau, il dit, bah, en fait, il écoute ce qu'on lui dit. Donc, quand on lui dicte du code, qu'on lui dicte du texte, n'importe quoi, il écoute et il comprend. Et il sait copier ce que l'on fait. Donc, quand on écrit du code, qu'on lui dit, bah, nous, on a écrit ça, il dit, OK, je vois, bah, je vais écrire pareil. Un peu différemment, mais sensiblement pareil. La question, c'est, est-ce que vous connaissez l'oiselire? L'oiselire, c'est lui. Et l'oiselire, c'est surtout lui. Voilà. L'oiselire, c'est lui. Il a fait un joli bruit de tronçonneuse. Personne ne dira si c'est un montage ou pas. Mais il sait faire des bruits assez spéciaux comme ça. Ok, donc cet oiseau-là, il écoute ce qu'on lui raconte et il reproduit. Mais il écoute vraiment bien. Donc, on va le mettre à l'intérieur de notre pipeline comme ça, et bah, on va faire en sorte que ça fonctionne correctement. Test. Ouais. Du coup, maintenant on a notre oiseau parfait. C'est incroyable. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est qu'il puisse nous produire du code et du code fonctionnel. Du coup, notre but, c'est donc de faire en sorte qu'il puisse apprendre. Parce que malheureusement, dans la nature, les oiseaux, ils codent pas super couramment. Donc c'est un petit défaut, mais bon, voilà, on va faire en sorte qu'il puisse apprendre. Donc, petite histoire, l'unsupervised learning. Donc, qu'est-ce que l'unsupervised learning? On peut le représenter par ce petit schéma. Donc, au début, on a du code. Donc, nous, on aura une grosse database avec plein de codes différents. On va les envoyer à une IA ou, dans notre cas, à notre PIAF. Lui, il va du coup répondre, prédire la solution. Et derrière, on va valider ou non. Et ça, on va le répéter du coup pas mal de fois, parce qu'au début, il va forcément faire des erreurs, mais au bout d'un certain temps, il va réussir à se corriger. Et notre but, c'est qu'il devienne incroyable et qu'il ait un score de 100%, que tout soit bon. Ok. Du coup, comment on fait ça? Bah, pour qu'on puisse avoir un résultat, vu que le but c'est qu'il soit unsupervised, parce que on n'a pas un label, on n'a pas un seul code attendu. Le but c'est juste que le code soit fonctionnel et passe les tests. Donc c'est ça, on va devoir avoir une fonction qui puisse faire des tests et dire si c'est bon ou non, afin que l'oiseau ou l'IA puisse minimiser son erreur et avoir 100% juste. Ok. Le problème qu'on peut avoir, c'est le bruit. C'est-à-dire que en fait, s'il y a du bruit, quel qu'il soit, ça peut avoir du coup des inputs erronés, slash imprécis, et du coup induire une mauvaise conclusion, un code qui sera faux. Ok, le code c'est du texte. Comme ce qui est écrit ici, j'ai pu le répéter, donc le texte, ça peut se dicter. Problème, il n'entend pas que le code. C'est ça que nous, on va voir comme problème. Le bruit, c'est donc son environnement. Pour rappel, ah, ah oui, ouais. Pour rappel, souvenez-vous du bruit précédemment entendu. On va faire comme ça. Du coup, si on l'applique à notre code généré, ça ferait ça. Int i égale. Et malheureusement, ça, on a testé et bah, ça compile pas. C'est assez problématique. Nous, on voudrait que ça compile. Bon, vu qu'on sait que ça compile pas,
et qu'on veut que ça compile, on va faire en sorte que ça compile. Le problème du code en C, en Python ou quoi, c'est que tu mets un caractère un petit peu random où tu veux dans ton fichier, et forcément tu te retrouves avec un truc qui compile pas. Donc, est-ce que vous connaissez le Pyth? Main levée, est-ce que vous connaissez ou pas? Yes. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le Pyth, ça tombe bien, c'est une image. C'est un code en Pyth, ça va juste être une image avec des pixels de couleur, et chaque pixel va donner un code différent. Il faut savoir que le code est exécuté en fonction des différences de teinte et de luminance entre deux pixels consécutifs. Par exemple, si je passe du rouge clair au rouge, je descends ma luminance de 1. Pareil, si je passe du rouge au rouge foncé. Et si je redescends de 1, on va refaire un modulo et repasser au début. Donc ça revient à faire 1 plus 2. Pour la teinte, c'est pareil. On peut aller de gauche à droite en augmentant la teinte de 1. Pour aller du jaune foncé au vert foncé, c'est pareil. Et bien évidemment, quand on arrive à la fin et qu'on refait 1 plus 1, on revient au début. Maintenant, c'est bien de parler du Pyth, mais oui, un petit exemple. Voici l'exercice Fibonacci en Pyth, qui calcule bien évidemment les nombres de Fibonacci allant de 1 à 100. Vous pouvez remarquer que du coup, on a à droite le schéma du tracé de l'interpréteur, parce que bien évidemment, certaines combinaisons de couleurs vont permettre de changer le tracé que va faire l'interpréteur à l'intérieur de l'image, pour pouvoir obtenir toutes les combinaisons de code que l'on souhaite. Alors, bien évidemment, on peut se poser la question, du coup, du bruit là-dedans, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, une énorme ligne blanche en plein milieu de notre code Fibonacci. Sauf que ça compile, parce que pas de différence de teinte, donc pas de problème. Alors, on a des images, mais nous, on veut du son, parce que on peut lui montrer tout ce qu'on veut à l'oiseau, il va pas pouvoir nous dessiner une image qui correspond à son code. Lui, il sait chanter, c'est à peu près tout. C'est pourquoi on doit d'abord se poser la question de une image, c'est quoi? Alors, pour rappel, pour ceux qui connaissent pas trop, une image, c'est du rouge, du vert et du bleu. Donc, on a 3 canaux. Absolument tous les écrans, tous vos capteurs caméra, etc. se servent de ces 3 canaux pour pouvoir générer des images. Et les valeurs dans chacun de ces canaux, on considère qu'elles vont de 0 à 255. Donc 0 pour du noir, 255 pour la couleur avec la teinte la plus forte, donc du rouge très pétant quand on est sur du rouge, du vert très pétant quand on est sur du vert, et du bleu très très bleu quand on est sur du bleu. Maintenant, comment on transforme ça en son? Imaginons, on prend notre image, on la met tout à la suite et on en fait un histogramme. Et c'est-à-dire que les petites barres, ça va être les valeurs où on est proche de 1, c'est-à-dire ce pixel-là, il a une valeur de 1, ce pixel-là, on va dire qu'il a une valeur de 255, parce que la barre, elle est quand même vachement grande. Nous, notre son, ça va être la courbe qui trace ce fameux histogramme. Maintenant, la question que tout le monde se pose finalement, c'est comment est-ce qu'on obtient cette fameuse courbe? Ok, deuxième petite histoire, on va parler de la transformée de Fourier. Donc on a vu la courbe qu'on avait obtenue, en fait elle n'est pas forcément sinusoïdale, celle-là. Il y a un peu des pics et tout. Donc nous on veut la transformer en full sinusoïdale, que ça. Donc on veut transformer un signal temporel, ou dans notre cas une image, en une somme de sinusoïdes. Et c'est exactement ce que fait la transformée de Fourier. Et en fait ce qui est bien, c'est que au début, on a juste la moyenne de l'image. Donc par exemple, le pixel il vaut 125, on ne sait pas. Et en fait, plus on rajoute des sinusoïdes, plus on va rajouter donc de la complexité dans l'image, mais aussi plus proche de notre signal original. Le souci, c'est que notre image, elle n'est pas continue. C'est juste une série de pixels qui sont distincts les uns des autres et on n'a pas de continuité entre les pixels. Donc on ne peut pas appliquer fondamentalement la transformée de Fourier directement. Donc pour ça, on va utiliser plutôt une version discrète qui s'appelle la DFT, la Discrete Fourier Transform. Donc transformée de Fourier discrète en français. Et cette version-là, en fait, elle dit, vu que j'échantillonne pas tout le temps, mais en fait, entre les temps où j'échantillonne, je calcule une valeur, donc c'est la valeur qu'elle a approximée, pour calculer la valeur entre deux temps d'échantillonnage. Super, on a du son. Maintenant qu'on a du son, on va le visualiser. Et pour visualiser ça, on va utiliser un spectrogramme. Tac. Tac, tac. Ah non.
Alors, je vais refaire. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en gros, là, l'idée, c'était le spectrogramme de notre piaf qu'on a vu ici. Alors, on voit pas très bien à l'écran parce que c'est un peu du gris sur du gris, mais c'était le spectrogramme de notre piaf, donc l'image du piaf qu'on a écouté telle quelle. Ok, donc c'est vraiment lui. Maintenant qu'on a tout, on va pouvoir construire notre pipeline global. Donc, on part du code ici, on transforme avec le langage Python en une image. L'image, bah, du coup, c'est une image, donc il faut qu'on transforme en son. Donc, on fait ça avec Fourier. Ce son-là, on le donne à notre piaf, donc il est là. Il écoute, et ensuite, un peu de temps après, bah, on lui demande bah, c'est quoi la réponse. Il nous ressort du son. Ce son-là, on le retransforme en image, avec Fourier, mais l'inverse du coup. Et ensuite, avec cette image, bah, on dit bah, je sais ce qu'elle fait, je la transforme en code, et magie, ça marche 100% du temps. Assurez votre piaf, il passe la piscine. Le souci, c'est qu'on avait quand même 3 canaux. Et ben en fait, le son ici, bah, il est sur 3 canaux, et en fait, bah, chaque canal, bah, il va avoir un piaf attitré. Il va avoir le piaf rouge qui est responsable du canal rouge, le piaf vert responsable du canal vert, et le piaf bleu pareil. Donc chaque piaf va écouter sur son canal, et un peu de temps après, donne la réponse sur son canal. Il suffit donc de regrouper ces 3 canaux ensemble pour avoir ce son-là. Et pareil, on refait notre image et notre code qui marche 100% of the time. Le problème, c'est que 3 piafs qui partagent un seul code, c'est du share code. Et share code, ça veut dire flag triche. Et flag triche, on sait tous qu'on n'aime pas ça. Du coup, comment on se fait pas flag triche avec des oiseaux qui codent? La réponse est simple, bah, il faut qu'on se démerde avec un seul oiseau. Donc, la première solution qu'on pourrait avoir, c'est de mettre les valeurs rouge, verte et bleu pour chacun des pixels à la suite. Donc, on aurait pour le premier pixel le rouge, le vert et le bleu, le deuxième pixel le rouge, le vert et le bleu, etc. Le souci, c'est que du coup, on va casser la continuité de notre signal. Vous vous rendez bien compte que si on a un rouge qui vaut 0, puis un vert qui vaut 100, puis un bleu qui revaut 25, puis ensuite un rouge qui vaut 0, je vous laisse imaginer la taille de votre signal. Bref, je vous laisse imaginer aussi la taille du nombre de sinusoïdes qu'on devrait ajouter pour pouvoir avoir un son correct. On va éviter. La deuxième solution, ce serait simplement de mettre tout le rouge, puis tout le vert, puis tout le bleu. Et puis, magie, on a toujours un signal continu, c'est super. Mais par contre, on a un souci. Prenons cet exemple. Est-ce que, à vue d'œil comme ça, immédiatement, tout de suite comme ça, vous êtes capable de me dire où est-ce que termine le rouge et commence le vert? Voilà, la réponse souvent est non, sauf si vous voyez les lettres de couleurs différentes. Et le truc, c'est que il va nous falloir quand même un moyen de détecter le début de chaque canal. Donc pour ça, on va pouvoir faire un truc qui se sert beaucoup dans l'enregistrement de vidéos. On va ajouter des headers. On va ajouter un son de transition pour indiquer le début d'une frame et la transition entre chaque canal. Donc on aurait un son qui indique le début, tout notre canal rouge, un son qui indique qu'on passe au canal vert, et pareil, tout le vert, un autre son qui indique le changement au bleu, on écrit tout notre bleu, et ensuite on remet le son qui indique le début de la frame. Donc, grâce à ça, et normalement, on a un oiseau qui est capable de faire tout en une seule frame, et de générer lui-même, tout seul et sans triche, son code. Ok. Du coup, récapitulons. On a un oiseau parfait qui comprend le code, qui sait répondre et qui triche même pas. Mais c'est incroyable. Du coup, maintenant, on va pouvoir revenir à notre question initiale. Est-ce que cet oiseau, tout bonnement parfait, peut-il battre les majors de promo? Ok. Un match épique commence. Dans le camp droite, dans le camp droit, notre oiseau parfait. Dans le camp gauche, les majeurs de promo. Qui gagne? Levez la main ceux qui pensent que c'est l'oiseau. Il y en a quand même pas mal. Et qui pensent que c'est les majeurs de promo? Ok. Commençons donc. On va commencer par l'oiseau. L'oiseau produit donc un Fibonacci.
de 11 par 10. Donc 110 pixels. Durée du son. 1 seconde par colonne. Donc 11 secondes, c'est extrêmement rapide. Mais on rappelle, il y a 3 canaux. On arrive donc à 33 secondes. Cependant, il y a la lecture du CG qu'il faut prendre en compte, qui équivaut à environ 1 minute. Ce qui veut dire que l'oiseau fait 1 minute 33 pour résoudre Fibonacci. C'est tout bonnement exceptionnel. Après, on va passer maintenant au majeur de promo. Alors, les études, on a fait des stats sur les majeurs de promo et pour Fibonacci, ils ont pris en moyenne 3 à 5 minutes pour lire le code, coder et puis valider. Ils se font vraiment écraser par les oiseaux en fait. Bah, peut-être sans lire, mais en tout cas juste en codant, ils ont pris 3 à 5 minutes et ils se font vraiment laminer par les oiseaux. Voilà, c'est des stats avérées, c'est avéré. En somme, les oiseaux sont donc bien meilleurs que les majeurs de promo à Epita. Les oiseaux, c'est vraiment juste trop rapide et trop performant. Et en plus de ça, on peut même encore plus optimiser. En fait, il serait encore possible de compresser les images, vive par exemple le YQV. Conclusion, grâce à la majeure image, les oiseaux, ils savent coder. Est-ce que vous avez des questions ? Au début de la presse, tu as parlé de de learning, du coup que tu itères pour corriger. Là, tu es parti du principe que ton first try, ton oiseau, il y arrivait? Non, il a appris et c'est devenu un oiseau qui peut réussir first try. On l'a entraîné avant de le soumettre à la piscine. Ok, et il a passé combien de temps à apprendre juste par rapport à ton major de promo du coup? Parce qu'on compare un vrai truc du coup. Ça c'est un détail. Mais en tout cas, il lui a suffi soit de juste l'armo info, donc c'est incroyable, soit de la prépa intégrée, donc il avait en somme les mêmes chances qu'un élève classique. Il s'est juste entraîné pendant les temps impartis. Comme je suis respo moi-même, je l'ai entraîné moi-même, le piaf. Et il est très fort maintenant. Moi, j'ai une proposition pour l'efficacité, parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne un peu, c'est qu'on passe en piète qui utilise que la teinte et la luminance, et pourtant on encode en RGB. Est-ce que c'est pas inefficace de faire ça, de prendre 3 channels alors qu'on pourrait juste utiliser 2 channels pour la teinte et la Alors luminance. si, ce serait bien plus efficace de limiter le nombre de channels, mais comme tu le vois, bah il est déjà bien plus rapide que toi. Donc est-ce que c'est vraiment utile finalement? Et oui, on est allé regarder tes stats de tag, Quentin. Vous avez parlé de devoir choisir l'oiseau lire, il me semble, pour l'oiseau parfait. Est-ce qu'il y a une raison particulière, ou par exemple un perroquet, parce qu'un perroquet est capable aussi de refaire le même son, ou même un canard aussi, oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour l'oiseau lire? Alors, alors un perroquet, on n'a pas testé, j'avoue. Je sais pas s'il est capable de reproduire des bruits de tronçonneuse spécifiquement, mais l'oiseau lyre, il peut reproduire beaucoup de choses, y compris des sons qui n'ont pas de sens. Parce que le perroquet, je suis pas sûr, mais je pense que il sait faire juste des mots surtout. Et pourquoi pas un canard? Alors j'en connais un qui est un peu caché là derrière, qui sait très bien coder, mais ah, il s'est reconnu. mais si, tu fais un très bon canard. Mais je pense qu'il n'était pas d'accord pour faire toute la piscine, ce canard-là. Non, il n'est pas d'accord. Juste Tiger, ça lui va. Moi, je pense qu'il faut refaire un benchmark et en équipant le major de promo avec son propre canard personnel de debug. Parce que bon, 3 à 5 minutes de lecture pour Fibonacci, bon, c'est... Ah non, c'est pas 3 à 5 minutes de lecture pour Fibonacci, c'est très peu de lecture, le temps d'écrire, de commit, de tag, de push, d'attendre le résultat de la moulinette. Et votre piaf, il est pas soumis à la durée de la moulinette? Oui, mais c'est 3 à 5 minutes, mais ça ne prend pas 3 à 5 minutes pour avoir ton résultat sur la mouline. T'es sûr pour Fibonacci? Parce que j'ai regardé les dates, tu l'as eu très tôt, Fibonacci. Ah putain, c'est vrai, il y a Tag Hello World.
En plus, le Piaf, il s'est fait un alias en Pit pour git add, git commit, git tag et git push. Donc c'est super rapide. Et voilà, gagné. Est-ce que le Piet il est soumis au clan format? Non, parce que tu peux faire ce que tu veux avec du Pit. C'est très drôle. C'est un langage Turing complete aussi, le Pit. Donc tu Du peux coup, je crois absolument que ce là, tu on a l'avantage de l'oiseau, il a pas de clan format à faire. Bonjour. Moi, je suis très envieux du Piaf. J'aimerais être aussi performant que lui. Quel éditeur de texte utilise-t-il? Il utilise Audacity comme tout le monde. Ok. Du coup, vous avez testé pour Fibonacci, mais est-ce que vous avez benchmark pour d'autres trucs Fibonacci, genre Libstream ou des trucs un peu plus, tu vois, par exemple des listes, par exemple, pour voir ce que donne le Piaf? Il y a encore mieux, il existe un interpréteur de brainfuck en Pit. Et donc ton oiseau, il peut recoder le brainfuck en Pit. Et je pense que toi, tu aurais un peu plus de mal. Quand tu veux. Et aussi, si c'est un perroquet et s'il fait que répéter ce qu'il a déjà vu, c'est pas un peu flag triche? Ça peut se discuter. Dernière mini question, mais si jamais il y a deux oiseaux qui se font convoquer pour flag triche, comment ça se résout? C'est à celui qui crie le plus fort, je pense. Merci beaucoup. Ça dépend. Est-ce que le corbeau, il est capable de recopier le son de l'image qu'on a entendu tout à l'heure? Probablement. Est-ce que les corbeaux, ça écoute super bien ce qu'on raconte aussi? C'est un peu têtu. Il faut respecter les critères de base de l'oiseau. S'il respecte les critères de base de l'oiseau qu'on a énoncés plus tôt, c'est envisageable.